Bonjour, nous sommes en 2018 dans l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la crise qu'a connue l'Église en Occident à partir, disons, des années 60. Le but de ces vidéos est de trouver la cause, la vraie cause de cette crise en Occident, et donc d'y apporter, si c'est possible, le remède. Et c'est vrai que face à ce qui s'est passé, ça veut dire l'abandon de la pratique religieuse, mais aussi de la foi, dans une grande partie des peuples occidentaux, et d'ailleurs pas seulement dans l'Église catholique, dans les églises protestantes aussi. Eh bien, les pasteurs, c'est-à-dire ceux qui sont chargés du troupeau, ont essayé d'analyser les causes. Et, je dirais, beaucoup ont donné des hypothèses. Par exemple, l'une des plus connues, c'est une théorie du complot. Il y aurait eu des comploteurs organisés en petites bandes et qui auraient prémédité, préparé depuis peut-être 2 siècles cette ruine de l'Église à travers tous les événements de l'histoire. C'est ce qu'on appelle une théorie du complot. Très souvent, elle est appliquée aux francs-maçons. D'autres personnes plus spirituelles attribuent cela à la puissance de l'ange révolté, le démon, celui qui, je dirais, complote au-delà des dimensions humaines. Eh bien, je dirais que nous verrons à la fin de cette vidéo si ces hypothèses ont une part de vérité, parce que souvent, il y a toujours une part de vérité dans quelque chose qui est apporté. Mais, je dirais, le but, c'est de trouver la cause profonde qui s'est passée dans l'humanité. En fait, si on regarde l'histoire des peuples occidentaux, particulièrement des générations, on s'aperçoit que, globalement, depuis la Révolution française, mais même avant, les générations passent globalement d'une grande recherche de la vertu, du comportement droit, à, quelquefois, parce que ça va trop loin, à une grande recherche de la liberté, de la spontanéité. Et souvent, on remarque que ce sont des mouvements de balancier. Ça veut dire qu'une génération, par exemple, à l'époque de Louis XIV, dans sa jeunesse, est plus du côté de la liberté, parce que le roi lui-même est de ce côté-là. En tout cas, c'est ce qui se passe chez les nobles, parce que chez les paysans, etc., qui sont la majorité des Français, les choses sont beaucoup moins sensibles. Et résultat, un petit peu plus tard, lorsqu'il vieillit, quand lui-même passe, je dirais, à une attitude de retrait par rapport à son libertinage de jeunesse, eh bien, la noblesse aussi retourne à une certaine vertu. Et l'influence des prêtres y joue beaucoup de choses. Souvent, on va trop loin dans la vertu. Et c'est ce qui se passe à la fin du règne de Louis XIV. Si bien que lorsqu'arrive son successeur, le régent, eh bien, on voit revenir une licence des mœurs. Et ce n'est pas la première fois qu'on constate ça. En fait, on le constate presque à chaque période de tremblement civique. Par exemple, la Révolution française, c'est la terreur aussi. Eh bien, résultat, après la Révolution française, lorsque la terreur enfin mourra, il y aura un tel soulagement qu'on verra les femmes se promener dans les rues de Paris avec des robes qui ne cachent même pas leurs seins, tellement on a besoin de liberté, de spontanéité. En analysant ces mouvements, on s'aperçoit qu'en fait, la nature humaine, elle existe, elle a un axe précis, un endroit où elle se trouve. Et cet endroit, ce n'est pas la droite extrême, ça veut dire l'ordre, la discipline. C'est pas non plus la gauche extrême, ça veut dire la liberté, la spontanéité, l'absence de règles. Non, c'est un peu des deux. C'est pas un mélange des deux, c'est un peu des deux. Il faut de l'ordre et il faut de la spontanéité. Et ça, on le constate partout, mais au niveau des individus. Si bien qu'une société, qui est le fruit d'individus, elle ressent la même chose. Prenons par exemple quand nous avions été enfants. Il y a 2 sortes de profs qu'on n'aimait pas. Ceux qui étaient excessivement sévères, et dont on avait peur, et ceux qui étaient sans autorité, excessivement laxistes, et dont on se moquait. Alors qu'ils étaient parfois gentils, mais n'ayant pas d'autorité, on les torturait. Et le prof qu'on aimait, c'était celui qui avait les 2 qualités ensemble. Je dirais ensemble, beaucoup d'autorité pour tenir son cours, et en même temps beaucoup de liberté. Et ça, vraiment, ça marchait. Eh bien, c'est exactement pareil au niveau des peuples. Il y a véritablement une nature humaine qui est fixée à un point d'équilibre particulier. Pourquoi je dis ça ?
Eh bien parce qu'il me semble que si on veut comprendre ce qu'il s'est passé en Occident, il faut cette règle-là, cette règle sociologique. La nature humaine existe et voilà ce qu'il s'est passé. Eh bien globalement, en Europe, je dirais à partir du 19e siècle, on peut dire que l'Europe, scientifiquement, a vraiment tout inventé. La révolution industrielle, elle part d'Europe, Angleterre, puis elle se répand, etc. Tandis que les États-Unis, eux, ne sont pas grand-chose. Et dans les peuples européens, qui sont des peuples qui ont une vieille histoire, il se passe le phénomène suivant. Le sens de sa grandeur. Oh, il y a eu des événements qui ont poussé à ça, comme par exemple les guerres napoléoniennes. Lui, il a convaincu le peuple entier de se bagarrer pour sa patrie. Et la geste napoléonienne a été admirée dans toute l'Europe, si bien que, après Napoléon, les choses changent. Les armées, par exemple, sont des armées de plus en plus nombreuses. Et comme Napoléon a eu l'idée de répandre la sagesse révolutionnaire dans le monde entier, les pays européens, qui s'estiment cultivés, plus cultivés que les autres peuples, ont l'idée qu'ils doivent répandre leur culture dans le monde entier. Ça sera l'époque de la colonisation. Mais ce que ça caractérise particulièrement, cette époque-là, c'est un grand sens de sa grandeur, de sa supériorité civilisationnelle. Et dans une génération, dans des générations, qui ont une tenue extérieure. L'honneur, la droiture, je dirais en apparence, parce qu'en privé, on trompe sa femme allègrement, mais disons en apparence, ce que les autres vont penser de soi, c'est quelque chose qui est plus important que tout. Il y a aussi, pour les enfants, et on les éduque à ça, l'amour de sa patrie. La patrie, c'est plus grand que tout, c'est presque, je dirais, un nouveau Dieu. C'est quelque chose on doit être prêt à donner sa vie pour sa patrie. Et il n'y a pas que de la chose fausse là-dedans, il y a des valeurs objectives qu'on ne peut pas nier. À cette époque-là, lorsqu'on regarde qui sont les philosophes qui sont mis en valeur, c'est certainement pas Sigmund Freud qui pourtant apparaît à cette époque-là. C'est plutôt Emmanuel Kant, le devoir, le dépassement de soi, quelque chose comme ça. Le problème, c'est quand des civilisations développent le sens de sa grandeur extrême, eh bien, il y a des choses qui se produisent en conséquence. La première conséquence qui est plutôt, je dirais, comme le marqueur, l'aiguille, la mesure, c'est l'antisémitisme. Pourquoi ? Très simplement, il y a un petit peuple brillant parce que, étant donné qu'ils ont été souvent persécutés, ils ont développé plutôt leur tête que leur agriculture. Un petit peuple brillant fait de médecins, de banquiers, d'artistes, etc., qui s'obstine à être différent des autres, tout en étant parmi les autres. Or, ce qui fait une nation unie, c'est de se ressembler totalement. Et donc, souvent, un rejet de ces juifs qui sont là et qui sont presque une humiliation à sa propre grandeur, au sens qu'on est les meilleurs. Ça va être le marqueur à cette époque-là, et c'est vrai que l'anti-judaïsme se développe à cette époque-là. Mais c'est aussi, je dirais, l'hostilité par rapport aux autres patries occidentales qui sont autour. Ça veut dire que, à force de développer l'idée que je suis le meilleur, eh bien, l'autre qui me fait concurrence, j'aurais envie de lui prouver que je suis le meilleur. Et c'est là que vont se développer les nationalismes. Les nationalismes qui vont donner, en 1914, cette grande guerre qui était inattendue. Pourtant, on aurait pu s'y attendre puisqu'il y avait eu la guerre de sécession qui était un massacre. Et les mitrailleuses étaient apparues entre-temps, ainsi que l'artillerie lourde qui s'était développée. La guerre de sécession, c'est 1864. La guerre 14, c'est donc des années plus tard. Eh bien, malgré tout, on y va. On y va parce qu'on est les meilleurs. Et dans cette guerre, toutes les valeurs que je viens de citer, le culte du père, de l'autorité, de l'officier, de la patrie, le sacrifice de soi, le fait de marcher debout, de ne pas céder à l'adversité. Donc des valeurs qu'on pourrait citer comme masculines. L'ordre, la discipline, la vertu, le don de sa vie. Toutes ces valeurs vont périr dans la boue. Parce que, physiquement, pendant la guerre 14, on ne peut pas tenir debout. On est couché dans la boue, sinon on est massacré.
Oh, au début, il y a bien, je dirais, des corps de cavalerie, comme par exemple la promotion de Saint-Cyr en France, qui sort au niveau de la guerre 14 et qui charge, sabre au clair, en grand uniforme, les lignes allemandes, et qui se fait massacrer, évidemment, d'un seul coup, par les mitrailleuses. Si bien que très vite on comprend, non, il faut être dans la boue. Et cette guerre, ce grand sens de l'honneur, périt là. Parce que cette génération, elle va l'apprendre dans sa douleur, elle va l'apprendre que ces valeurs exaltées sont un échec. De même, la plus grande civilisation, celle qui civilisait les autres peuples, se découvre la pire des civilisations dans cette génération. Si on demandait aux soldats de 14 comment s'est comportée l'Église catholique à cette période-là, ainsi que les églises, ils diraient, eh bien, ils se sont bien comportés. Il y a eu effectivement des gens qui se sont embarqués dans l'idéologie, avec quelquefois beaucoup de fanatisme parmi les prêtres, mais la plupart non, ils ont fait leur travail qui consistait à aider les mourants, à s'occuper des malades, à être brancardiers, véritablement. Et au-dessus de tout, le pape Benoît XV qui s'est battu contre la guerre, et qu'on méprisait à l'époque, mais on a bien vu qu'il s'est battu contre la guerre. Il n'empêche que, en 1918, lorsque la victoire pour le camp des Français arrive, eh bien, on développe de la fierté, mais en même temps une volonté qu'il n'y ait plus cette guerre, on a compris. Tandis qu'en Allemagne, où la défaite a été ressentie comme une trahison, eh bien, on passe de cet orgueil nationaliste au désir de vengeance, la colère, parce qu'il y a eu trahison. Donc, on n'est pas guéri. Dans cette guerre, le vainqueur aurait de toute façon tourné le tour, tourné la page, puisque son orgueil était comblé. Mais le vaincu ne pouvait que souhaiter une revanche. C'est le propre de l'orgueil. Donc, on peut dire 1918, c'est le sommet de cette déviation par rapport à la nature humaine dans le sens, on pourrait dire, de la dureté. Et ça, à droite comme à gauche. Les partis de gauche, comme Clémenceau, sont les plus durs. C'est pas le problème. Il ne faut pas identifier ce que j'ai dit, la droite et la gauche, aux partis politiques, mais à la mentalité du temps. En tout cas, c'est contre nature. On ne sacrifie pas une génération entière à des moulins à vent, finalement, comme la patrie, même si la patrie est quelque chose d'important à titre de moyen et on doit l'aimer. Ainsi, cette déviation, je pourrais dire à droite, du côté de l'ordre, de la discipline, de la vertu, n'était pas terminée en 1918. Il allait y avoir 20 ans plus tard le contre-coup de la colère nationaliste avec Adolf Hitler. Et là, les choses, l'idéologie en question, va être poussée si loin, que ce sera, comme dit le père Franz Stock, qui est canonisé, l'ultime faute, l'ultima pugna. On n'aura jamais vu ça. Un crime usiné, industriel, pensé, où tout l'orgueil des nations se caractérise à travers l'action d'un leader charismatique, Adolf Hitler, qui établit sa théorie du complot et élimine complètement ceux qui sont différents, ceux qui sont responsables aussi. Il l'applique physiquement, cette pensée qui existait partout, il faut bien le reconnaître. L'affaire Dreyfus, c'est finalement la même pensée, quelque part. Sauf qu'elle ne va pas jusqu'à la mort de la personne, mais jusqu'à le déshonorer pour l'honneur de l'armée, alors qu'il est innocent. Ça ressemble. Et dans l'âme française, ça va être douloureusement ressenti, cette injustice flagrante. Ce que va manifester la guerre 39-45 à tous les peuples conquis, en particulier, mais même aux peuples conquérants, l'Allemagne, c'est, je dirais, que l'homme est limité, que le peuple est limité. Et en réalité, qu'il y a eu des traîtres qui ont trahi leur propre pays au nom de cette idéologie de l'homme debout, de l'homme fier, de l'homme nationaliste. Donc il y aura dans chaque pays les collaborateurs. Il y aura dans chaque pays des résistants, mais collaborateurs et résistants représentent de toute façon la minorité, peut-être 5% pour chaque. Les peuples, eux, eh bien, il faut le dos rond. Ils attendent principalement, en majorité, avec des actes courageux, comme les familles qui reçoivent en France les enfants juifs qui les cachent, si bien que 95% des juifs de France, de nationalité française, survivront. Et il y aura l'horreur. L'horreur symbolisée en France par
le maréchal Pétain. Et ça se comprend. Parce que cet homme-là, dès sa prise de pouvoir, en 1940, signe avec Adolf Hitler une armistice, mais aussi, en conséquence, l'idée qu'on livrera aux Allemands les réfugiés allemands qui ont fui le nazisme, mais aussi les juifs étrangers. Et on prend même l'initiative. Oh, c'est pas par amour des Allemands qu'on prend l'initiative de leur livrer les juifs de nationalité étrangère. C'est juste parce que ça va calmer la bestiole, l'horrible bestiole nazie. Et comme ça, je dirais, elle s'occupe. Un déshonneur profond. Dans le premier acte, signé à Montoire, livrer les réfugiés en France qui avaient fui l'Allemagne. C'est la marque de Pétain. Il n'a pas fait que ça, il ne peut pas être réduit à ça. Mais c'est comme ça que, dans sa fierté, le peuple français va le ressentir après coup. Pas sur place. Sur place, comme toujours, certains sont pétainistes, puis le sont moins à la fin, et on fait le dos rond. Mais on est lucide, on voit bien que ce n'est pas un homme d'honneur, c'est un homme faible, que finalement, le fait qu'il ait été limogé pendant la guerre 14, parce que justement il était un petit peu faible, se comprend. La génération qui est adulte pendant la guerre a encore ce sens, je dirais, de la valeur dont je disais tout à l'heure, l'honneur, la patrie, etc. Et donc elle va être sauvée dans cet honneur par le général de Gaulle, qui devient, je dirais, presque celui qui guérit la maladie intime de la France. Voilà ce qui s'est passé, mais on le constate, cette première phase du XXe siècle, eh bien c'est une phase où le centre de gravité de l'équilibre est tiré là où il ne devrait pas être, trop à droite, au sens que j'ai indiqué, pas au sens politique. Eh bien, il y a une nature humaine. Quoi qu'on en dise, il y a une nature humaine, et la nature se venge toujours lorsqu'on la méprise, et on l'a méprisée. Si bien que, 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en mai 68, date symbolique, c'est pas mai 68, mais disons c'est une date qui parle aux Français, mais disons dans les années 60, se lève une génération qui est née en 45, la génération du baby-boom, et qui, elle, est éduquée à l'école dans le souvenir, avec fierté pourtant, de ce qu'ont fait leurs parents pour lutter, par exemple en France, contre le nazisme. Et curieusement, l'enseignement qui dit De Gaulle était grand, Pétain a déshonoré, etc., au lieu d'être pris comme cela, va être pris de manière étrange, pour une raison simple. C'est qu'en fait, cette génération est malade. Non pas malade au sens folie, mais malade psychologiquement des crimes qui ont été commis par les générations précédentes. Elle paye la conséquence de cet acte contre nature qu'ont été les deux guerres mondiales et de leurs valeurs. Leurs valeurs étant, je l'ai dit, honneur, droiture, dépassement de soi, sacrifice, etc., etc. Si bien que, si on veut comprendre ce qui s'est passé il y a 50 ans, en mai 68, on ne le comprend que en considérant que c'est une réaction névrotique, donc de maladie d'une génération, au crime d'avant. Et c'est très facile à comprendre. Il suffit de prendre les valeurs de 1918, de regarder les valeurs de mai 68, 50 ans plus tard, et c'est exactement, pied à pied, l'inverse. L'inverse. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une réaction de l'intelligence qui repartirait au juste milieu en disant « voilà, là il y a eu exagération, remettons ». Non, c'est une réaction de la passion malade. Une névrose. C'est quoi ? C'est une passion qui empêche de vivre. Eh bien, l'Europe, l'Occident, a été névrosé des deux guerres mondiales. Parce que les générations des deux guerres mondiales étaient névrosées de la gloire, des rêves de grandeur. Et ça, en psychologie, les délires de grandeur, c'est aussi une maladie. Alors, analysons ce qui se passe en mai 68. Oh, c'est rien, l'événement lui-même n'est rien. Il ne faut pas le prendre comme tel. On sait bien, en soi, en France, c'était quoi ? Des étudiants qui voulaient laisser rentrer les filles dans les dortoirs. C'est pas ça le problème. Non, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est dessous. Et je dirais que dans les autres pays comme l'Amérique, le Canada, les pays qui n'ont pas connu Pétain, il se passe la même chose. Pas dans les pays musulmans par contre, où là c'est un autre phénomène, c'est un autre monde qui ne connaît pas ça. Je dis bien les pays occidentaux, à la rigueur, jusqu'en Australie. Il se passe le phénomène suivant. Donc toutes les valeurs qu'avaient vénérées leur père, leur grand-père, sont rejetées passionnellement.
par cette génération. Pour bien l'indiquer, je me rappelle d'une scène, j'avais 4 ans, donc en mai 68, je suppose que c'est par là, ou peut-être un peu plus tard, 69, et mon père, ancien combattant d'Algérie, vétérinaire, était allé pour un monument aux morts dans le petit village où j'étais, je l'avais accompagné. Et je me rappelle qu'il y avait là des jeunes, on les appelait les étudiants, moi j'étais tout petit, mais je me rappelle du mot encore, avec des cheveux longs. Et ils insultaient des vieux combattants que dans mon souvenir j'estime devoir être des combattants de 14, parce qu'ils avaient peut-être 70 ans, donc ça correspondait. Ils les insultaient en les traitant de fascistes, et eux leur répondaient avec fierté, en se dressant sur leurs égaux. « Nous avons combattu le fascisme, nous, messieurs !» Et les autres ricanaient. Eh bien, je crois que cette scène qui m'est restée, elle dit tout ce qui s'est passé. Ce n'était pas la vérité qui était nuancée, qui comptait. Et même De Gaulle aura été traité de fasciste, de SS. Ce n'était pas la réalité. C'était le ressenti. À savoir que tout ce qui parlait d'amour de la patrie était fasciste. Tout ce qui parlait d'honneur, de droiture, était fasciste. Le culte du père, le père qui met des valeurs et des repères, c'était fasciste. Et on ne s'en sortait pas. Si bien que, il faut le constater, à cette époque-là, des philosophes, des psychologues, qui n'avaient aucune chance au XIXe siècle de percer, se sont mis à être regardés par ces étudiants parce qu'ils correspondaient à leur désir profond de liberté, de spontanéité, de démocratie, de tolérance, d'accueil de tout le monde. Je pense par exemple quelqu'un comme Sartre. Sartre, évidemment, il a son succès dans les années 50 parce que c'est là justement où il publie ses livres qui ne sont pas très compris par ces gens-là. À savoir, l'existentialisme est un humanisme, donc sur la liberté totale qu'a l'homme, mais il en paiera les conséquences. Attention, Sartre le dit, tu es libre, mais tes choix libres, tu en paieras les conséquences. Tu en récolteras, la justice immanente. Ce qui est retenu de Sartre, c'est pas ça, c'est la liberté. La liberté définit la nature humaine. Pourquoi ? Parce que cette génération ne veut plus de ce qu'était avant l'obéissance au supérieur, qu'on écoute au vieux prof qui a la sagesse. Non, on est nous-mêmes les sages. Regardez ce que vous avez fait, les bêtises que vous avez faites. Ce que ça a donné votre obéissance aux adultes, les 2 guerres mondiales. Nous, on sait. Mais il n'y a pas que ça. Un autre philosophe comme Sigmund Freud, dont, quand on regarde objectivement avec du recul, je dirais l'analyse, elle est absurde. À savoir, bien sûr que les enfants, je dirais, quand le père est une brute épaisse qui arrive avec son autorité et que la mère est une petite chose tendre qui le prend dans ses bras et le protège, bien sûr que le petit garçon, il va détester son père et vouloir épouser sa mère qui est si gentille. Mais c'est affectif, ça se comprend par cette époque-là. Et si c'est l'inverse, et si la mère a une autorité puissante, et si le père est tout écrasé parce qu'il a peur qu'on le plaque, eh bien, ça ne va pas se développer comme ça. Si bien que Sigmund Freud, c'est une analyse du XIXe siècle. Mais le problème, c'est que lui, il dit que la source de tous les complexes, c'est le père. C'est le père, c'est l'autorité, le surmoi. Et ça correspond. Les psychologues de cette époque, François Dolto, etc., vont aller dans le sens du rejet des valeurs d'avant, et donc vont être célèbres, vont avoir du succès. Tous ceux qui disent à cette époque-là, mais non, il faut aux enfants de l'autorité, il ne faut pas que de l'amour, ils ne sont pas écoutés. Pourquoi ils ne sont pas écoutés alors que c'est le bon sens, et que là où on est simple, on continue de mettre de l'autorité aux enfants, et s'il le faut, des fessées. Pourquoi est-ce que dans les milieux intellectuels on n'écoute pas ? Parce qu'on est malade de ce qui s'est passé avant, des valeurs d'avant. Il y a un mécanisme qui n'est pas une théorie du complot, qui est naturel, qui est presque sympathique, mais qui est pulsionnel, donc qui va n'importe où. Et ça continue, parce que la génération en question, donc celle du baby-boom, qui a eu toutes les richesses, et elle a dansé dessus, avec sa guitare, eh bien, cette génération, elle a eu l'avantage de vivre plus longtemps parce que l'hygiène s'était améliorée, les antibiotiques avaient été inventés, le frigo a beaucoup fait pour la survie. Et donc elle continue actuellement d'être là, avec comme idée toujours qu'elle garde en tête, en souvenir de ce qu'elle est, la liberté. Et elle veut toujours la pousser jusqu'à l'absurde, toujours, à savoir, par exemple, les dernières conquêtes à avoir, comme l'euthanasie, se suicider quand je le veux, comme je veux, et que personne ne vienne me dire que je ne dois pas me suicider, et que l'État même applique ma volonté de me suicider. Elle veut la faire passer.
Je dirais, c'est presque l'espoir ultime avant qu'elle ne se couche avec ses pères dans les tombeaux. Et donc, analysons. C'était le père en 14, parce que le père, c'est le symbole du repère et de l'autorité. C'est qui en mai 68 qui est exalté? C'est la mère. Parce que la mère, c'est le symbole de l'amour, de la tendresse, de la spontanéité, mais aussi on laisse l'enfant se développer selon sa psychologie. Qu'est-ce que ça va donner, l'exaltation de la mère et le rejet du père? Pas mieux que l'exaltation du père et le rejet de la mère. Parce qu'en fait, je le disais, les enfants, ils ont une nature. Ils ont besoin de quoi quand ils sont petits? De deux amours complémentaires. Pas forcément le père et la mère, mais un amour de tendresse et un amour d'autorité qui met les repères et qui sont partagés entre les deux parents, ces deux amours, avec normalement plus l'autorité du côté du père, plus la tendresse du côté de la mère parce qu'elle a porté l'enfant. Et les choses vont se mélanger, s'inverser. La mère, elle est bien obligée de prendre l'autorité parce que le père, il n'ose pas le faire. S'il prend l'autorité, il est plaqué. Et donc, les pères s'écrasent pour garder leur femme à la maison. Et donc, ils ne jouent plus leur rôle de père, mais ils deviennent souvent des mamans bis. Ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils sont bien obligés. Toute une génération applique ça. Et qu'est-ce que ça donne sur les enfants? Des conséquences que Freud n'avait pas prévues. À savoir, des enfants qui ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, vraiment, mais qui sont profondément angoissés parce qu'ils n'ont pas de repères. Quand ils tombent amoureux, à l'âge de 20 ans, ils voudraient bien aimer leur petite copine, leur petit copain, mais ils n'ont pas la force intérieure de dépasser la spontanéité de leur passion qui ne se contrôle pas. Et quand la passion disparaît, l'amour disparaît. Qu'aurait fait la génération précédente? Elle aurait dit, à un moment donné, tu sors du simple sentiment. Ça, c'est l'adolescence, pour rentrer dans le devoir. Tu restes fidèle à ta femme parce que tu es un homme d'honneur et que tu lui as promis et que tu ne l'abandonnes pas. Pas que pour ton plaisir, mais pour elle. On voit bien qu'il y avait une dimension complémentaire. Il ne l'avait pas. Alors évidemment, quand je décris cela, il ne faut pas croire que chacun des individus de la génération baby boom est comme ça. C'est pas vrai. Beaucoup ont résisté. Non, c'est pas ça. Ce qu'on appelle une génération. Et dans l'Évangile, c'est comme ça que Jésus en parle. C'est une mentalité dominante globale du temps. Disons que la génération de 14, et il y a des gens très libres aussi dedans, mais globalement, c'est quoi? C'est d'aller à l'armée. Parce que c'est ton honneur, mon fils. Parce que donner ta vie pour la patrie, c'est mourir au champ d'honneur. Et la génération des 68, c'est l'inverse. C'est fuir l'armée. Parce que le militarisme, c'est fasciste. Je l'ai dit, les valeurs exactement inverses. Et on pourrait faire le parallèle sans cesse. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on se méfie des patries? On exalte l'Europe, on exalte le monde, on exalte même les régions, mais surtout pas les patries. Parce qu'il y a une névrose de ce qui s'est passé, encore une fois. Et que ce n'est pas rationnel, que c'est passionnel. Comme c'est passionnel, ça ne s'occupe pas de la vérité. Par exemple, qui est-ce qui est du côté plutôt de l'ordre, un ordre établi? C'est l'Église. L'Église catholique, elle est traditionnelle. Elle répète aux enfants une tradition qu'elle a reçue elle-même des anciens. Et donc, l'Église, puisqu'elle est dans le camp plutôt de la tradition, elle devient coupable de ce qui s'est passé avant. On ne s'occupe pas de regarder la réalité, peu importe. Et arrive, dans ces années 70, un film qui montre Pie XII comme un nazi. Alors que tout le monde a reconnu en 1945 que c'est la seule institution sous les ordres de Pie XII, les ordres cachés, efficaces, qui a protégé des juifs. C'est la seule. La Suisse n'a rien fait. Oh, il y a eu peut-être quelques diplomates suédois qui ont agi aussi. Les Américains non plus, pour accueillir les juifs réfugiés. Les Anglais n'en parlons pas. Et Israël, qui était un refuge, était bloqué. L'Église, Golda Meir l'a reconnu, a sauvé par la voix du pape et son action à peu près 1 million de juifs, puisque les monastères ont été ouverts, les familles ont été invitées à cacher des enfants juifs, etc. Mais peu importe la réalité. Ce qui compte, c'est qu'il fallait regarder tout ce qui se passait avant comme étant complice de l'ordre, donc de ce qui étouffe, de ce qui empêche de vivre sa spontanéité. Je crois que si on veut comprendre ce qui a entraîné l'Église d'Occident dans cette grande crise,
eh bien il faut comprendre que les prêtres eux-mêmes sont tirés de la jeunesse des pays. Et donc que forcément, il y a influence, qu'eux aussi ont été atteints par cette grande vague. Cette grande vague qui, on le voit, n'a rien d'un complot. C'est autre chose. Ce sont plutôt des erreurs des peuples. Mais des erreurs qu'on ne voit pas comment on pourrait les éviter. Des grands mouvements de la sensibilité populaire, dus à l'histoire. Je développerai dans la prochaine vidéo ce qui s'est passé précisément dans l'Église, mais simplement quelques détails ici. Eh bien, l'Église a suivi le mouvement. Quand on regarde, par exemple, dans la première moitié du XXe siècle, la façon dont Dieu est aimé, eh bien, il est aimé comme Père. Il est mis sur les autels en hauteur, et l'homme, tourné vers lui, est un peu son serviteur. Il obéit à sa volonté toute puissante. Avec mai 68, Dieu tout d'un coup se met à être aimé presque comme mère, proche du peuple, familier, presque copain. On ne veut plus de son autorité, et tous les textes bibliques où il manifeste une autorité sont un peu passés de côté. On parle de l'amour de Dieu, de sa tendresse. Quelquefois, eh bien, on n'en parle plus du tout. Pourquoi ? Parce que ce qu'avaient fait les générations d'avant, c'était plutôt d'exalter Dieu, justement. Et résultat, après mai 68, on se met à exalter le prochain, l'autre dimension de la charité. Le prochain est principalement celui qui a le plus de besoins, le plus pauvre, celui qui a le plus de besoins, souvent matériels. Pourquoi se centrer principalement sur les besoins matériels, le niveau de vie ? Eh bien parce que les guerres mondiales ont méprisé les besoins des peuples au nom de la gloire patriotique. Et donc, je dirais, l'aspect spirituel qui a été donné avant, tu mourras au combat mais tu iras au ciel, est rejeté au profit de ce qu'on n'a pas développé avant. Là encore, on peut voir le même mécanisme de névrose, donc de déséquilibre. Alors évidemment, après avoir décrit, je crois, ce qui est la cause profonde, il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres causes cachées, comme par exemple le démon. Et pourquoi pas ? Puisque l'Église catholique y croit, il y a un ange, il y a des anges, des êtres non charnels, qui tirent les ficelles du monde et qui ne sont pas des mortels comme nous, donc qui peuvent regarder au-delà des générations, des temps et des lieux. Saint Paul d'ailleurs en parle, il le dit, à propos de ceux qui pensent qu'il faut accuser des gens d'être responsables des malheurs. Souvenez-vous que nous ne luttons pas contre des êtres de chair, mais contre les puissances, les principautés, les dominations des espaces intermédiaires. Espaces intermédiaires, c'est-à-dire des espaces psychiques qui viennent travailler le psychisme humain. Et donc on pourrait se dire, est-ce que ces grandes forces, comme par exemple l'exaltation de la gloire en Europe, à partir de 1870, est-ce que ça, alors qu'on n'arrive pas à la dépasser, ce ne serait pas le démon lui-même qui a agi à travers ? La réponse des pères de l'Église consiste à dire que le démon, c'est la dernière explication. Il faut d'abord regarder une explication naturelle. Et je l'ai donnée. Il y a eu Napoléon, il y a eu la gloire de la France, il y a eu les nationalismes, la technique a été inventée par l'Europe occidentale qui explique tout ça. L'Europe a développé de l'orgueil parce qu'elle a vraiment inventé des choses. Et donc elle a conquis le monde entier avec ses fusils puisqu'elle avait des fusils meilleurs que les autres. Ça n'empêche que, ceci étant dit, eh bien, le démon est là, il existe. Et il agit exactement comme pour nous individus. Il ne provoque que rarement les ébranlements psychiques, mais il appuie dessus, il les augmente, il les potentialise. Et il les fait aboutir à l'absurde, s'il le faut, comme par exemple les tranchées de 14, où les gens se massacrent, ou à l'inverse, je dirais, sortie de mai 68, la mise à mort d'un enfant sur 5 à naître par avortement, et puis l'affirmation que ce n'est rien, que ce ne sont pas des enfants, contre l'évidence. Je dirais, il pousse les choses, il les mène très loin, mais il a un intérêt à ça, que l'Apocalypse décrit. Il dit, c'est au niveau du 6e sceau, je crois, il secoua l'arbre à droite, à gauche, et cet arbre secoué laissa tomber ses figues avortées sur la terre. Ça veut dire qu'en fait,
en secouant l'Église, en secouant l'humanité dans les excès, eh bien, il provoque beaucoup d'égoïsme et beaucoup de pertes. Des gens, ils meurent physiquement, mais quelquefois aussi, ils meurent spirituellement parce qu'ils se comportent orgueilleusement. Et ça l'intéresse. On sait qui est l'esprit révolté. Un ange, créé au début de l'humanité, ils sont des milliards, qui a vraiment comme idée que fonder le monde sur la priorité donnée aux plus petits, aux plus humbles dans son cœur, c'est une absurdité. Que ce qui fera un monde équilibré, c'est de le donner à gérer par des gens intelligents, c'est-à-dire eux, les anges, et en particulier Lucifer, le plus grandiose des chérubins. C'est le mystère de l'iniquité. Donc son travail sur terre consiste, avec la permission de Dieu, qui, lui, saura en tirer du salut. Parce que, sans qu'il le veuille, cette douleur qu'il provoque aussi la découverte de sa faiblesse, comme je l'ai raconté pour les tranchées de 14. Il n'empêche que lui, le but du démon, c'est d'entraîner des hommes libres, révoltés, à l'heure de leur mort, lorsque le Christ paraît, à le mépriser, en disant « Tu m'as laissé souffrir, tu n'es pas venu quand j'avais besoin de toi. Je veux la liberté grandiose que me propose celui qui est l'homme debout, Lucifer, l'homme vraiment debout. » Et il espère que certains le suivront dans sa révolte, dans ce qu'on appelle l'enfer, ce qu'appellent les catholiques l'enfer, et qui pour Lucifer est, je dirais, un paradis provisoire de liberté, en attendant que Dieu cède et nous donne la vision béatifique, qui est un trésor qu'il convoite. C'est un pur esprit, il sait ce que c'est, voir Dieu face à face, ça l'intéresse. Donc, que Dieu donne ses pouvoirs à sa puissance, lui. Il s'estime vraiment comme Dieu, il se met à la place de Dieu. C'est le mystère de l'iniquité, je l'ai dit. Donc, est-ce qu'on a raison de voir la présence du démon à travers ces événements? La réponse est oui, on a raison de le voir, mais à condition de ne pas oublier ce que j'ai raconté, à savoir ce qui se voit sociologiquement, ce qui est la cause profonde, première, même si lui l'appuie. Il entre, je dirais, en résonance avec cette vibration de l'arbre à droite et à gauche, en espérant qu'à un moment donné, il va s'arracher par une destruction du monde. Que penser maintenant aussi de ce qu'on appelle les théories du complot humain? Théorie du complot, c'est quelque chose de très précis. C'est la définition Intel. Ça veut dire que des hommes, des petits groupes d'hommes, des penseurs, réunis entre eux, auraient la capacité à penser les événements de l'histoire pour les produire, pour produire au terme ce qu'ils veulent. À savoir, par exemple, penser la guerre 14 afin que on se débarrasse des nations, qu'on ne les supporte plus, et donc qu'on se réunisse pour former une humanité unie de nouveau, généreuse, une humanité à qui rien ne pourra résister, et surtout qui vive en paix, et qui arrête de se prendre la tête avec les histoires de vie éternelle, les superstitions anciennes. Donc, ces gens-là, ces comploteurs, je sais que certains chrétiens les dénoncent et disent « c'est la franc-maçonnerie ». Attention, n'allons pas trop vite. Ça pourrait correspondre à une forme de franc-maçonnerie, celle qu'on pourrait qualifier de franc-maçonnerie laïcarde, le Grand Orient de France, etc. Mais il y a d'autres formes de franc-maçonnerie. En tout cas, il est clair que, à partir du XIXe siècle et même XVIIIe siècle, des nobles, des gens qui pensaient, qui réfléchissaient, et donc parmi eux, des juifs, d'accord, mais parce que les juifs pensaient, réfléchissaient, et donc aussi des nobles français, ont médité sur la façon de sortir des anciens systèmes et de réunir le monde dans un projet de paix, d'harmonie mutuelle, de démocratie, de tolérance, d'ouverture aux autres. Certains ont donc établi l'idée que toutes les guerres, et la guerre 14, avaient été provoquées en vue de ce qui se passe actuellement, à savoir un humanisme sans Dieu, un humanisme qui se répand dans le monde entier pour créer le meilleur monde possible ici-bas. Certains vont même très loin dans la théorie du complot. Par exemple, pour ce qui est du 11 septembre, où l'islam politique a attaqué le World Trade Center aux États-Unis en 2001. Certains disent « Regardez les billets de 5 $. Regardez, quand vous les pliez de telle façon, c'est une photo du 11 septembre. Donc c'était prévu dès 1905. » Là, ils vont tellement loin que tous les gens sensés se disent quand même, ils poussent la théorie du complot à l'absurde.
On ne peut pas dire que des mortels qui auraient vécu en 1905 pourraient avoir prévu la guerre 14, la guerre 39, la guerre froide. Tout ça pour terminer par la guerre contre l'islam en 2011. Ça paraît, il faut être objectif, ça paraît absurde. Et pourtant, certains théoriciens du complot vont jusqu'à là. Qu'est-ce qu'ils font comme erreur? Ils attribuent à des hommes mortels, dirait un grec ancien, la puissance d'analyse que seul un dieu, ça veut dire en fait un démon, peut avoir. Et donc ça va beaucoup trop loin. Mais les théories du complot, quelquefois, elles vont moins loin. Elles disent, regardez par exemple le protocole des sages de Sion, des choses comme ça. On sait que c'est un document qui est un faux, mais n'empêche que ça a été écrit avant la guerre 14. Et ça raconte bien comment est-ce que, après des guerres, on polluera les gens, leur âme, à travers un loisir décadent. Je pense que des gens qui connaissent la psychologie humaine, la sociologie, pourraient effectivement prévoir ce mécanisme de haut et de bas dont j'ai parlé, puisqu'il existe depuis toujours. Mais là, ça devient plus raisonnable. C'est à la portée d'un philosophe. Le seul problème, c'est que très peu de philosophes en sont capables. Et qu'on voit bien que ces événements ont dépassé un penseur, les penseurs ici et là qui y pensaient. Ça s'est fait sans eux. C'était imprévisible, par exemple, comme je l'ai dit, que la Seconde Guerre mondiale aboutisse à ça. Qui pouvait le prévoir? Ce qu'aurait pu prévoir un philosophe raisonnable, c'est qu'il y ait une vengeance de l'Allemagne, qu'aboutisse à une deuxième guerre mondiale du style Napoléon, et puis que ça s'arrête là. La guerre s'arrête, donc une guerre de plus qui aurait duré de 1914 à 1945. Donc 30 ans, une guerre de 30 ans, pourquoi pas? Ça a eu lieu. Mais que ça aboutisse à cela parce qu'un homme particulièrement idéologue, charismatique avait pris le pouvoir, personne ne pouvait le prévoir. Il ne faut pas donner donc à la théorie du complot trop de puissance. S'il n'y avait pas eu ces crimes d'Adolf Hitler, est-ce que, je dirais, mai 68 aurait été aussi fort? Certainement pas. Mai 68, c'est la réaction à Hitler. Mai 68, c'est l'hyper-mémoire d'Hitler. Et c'est l'hypo, c'est-à-dire pas assez de mémoire du reste des événements d'avant, comme par exemple les guerres contre l'islam et l'Occident, les envahissements permanents. On oublie totalement, alors qu'on prétend se souvenir de tout, et on le met sur les monuments. L'homme qui ne se souvient pas de son histoire se condamne à la revivre. En fait, mai 68 étant une maladie, c'est une hyper-mémoire de quelque chose et une hypomémoire de la majorité des événements, ou une reconstruction de la majorité des événements dans le sens de cette maladie mentale que vit cette génération de mai 68. Donc, que des hommes, par exemple des francs-maçons, aient pu penser ça, eh bien, certains l'établissent en disant « Regardez, il y a eu un complot en loge, etc. » Moi, mon opinion, je vais le donner là. Je crois qu'on donne beaucoup trop de puissance à ces hommes-là qui étaient tirés de leur génération. Et il suffit de regarder leur délibération en loge. En fait, ils prennent la pensée du temps. Ils la suivent, ils la précèdent parfois. Ils la mènent plus loin. Mais les francs-maçons de 1914, ils sont plus nationalistes que les Français. La grandeur de la France, ils la veulent pour répandre partout dans le monde leur pensée humaniste. La Révolution française. Les francs-maçons de 1968, c'est vrai, ils sont en avance. Souvent, ils réfléchissent en loge pour faire passer des lois libertaires, puisqu'ils deviennent humanistes dans la liberté totale. Liberté de l'avortement, liberté de la pilule, liberté de l'euthanasie, etc. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais en fait, ils sont, comme pensée, toujours avec une pensée personnelle, celle de leur époque, celle du vent. Ils sont comme des girouettes, ils vont là où va le vent. Et ils le précèdent un petit peu, mais parce qu'ils réfléchissent plus que les autres, c'est tout. Pas de complot tellement. Ils sont dépassés quelquefois par les forces. Je peux en avoir quelques petites preuves qui peuvent indiquer ça. Si c'était eux qui complotaient, on pourrait dire qu'à ce moment-là, ils pourraient prévoir. Quand on pousse la liberté avec la génération de mai 68 jusqu'à l'absurde, jusqu'à, comme on le voit en Belgique avec l'euthanasie, des couples de petites personnes âgées de 65 ans qu'on accepte de suicider parce que c'est la liberté, voilà la liberté. Et la loi, qui pourtant est très stricte, qui a été votée en disant il faut 3 lettres objectives pour demander l'euthanasie, elle est complètement bafouée partout, dans une indifférence totale. Ah si, une chose a été refusée. Un prisonnier avait demandé l'euthanasie, non, ça ressemblait trop, c'était fasciste, à la peine de mort. Ça, on s'y est opposé. C'est le seul point où on s'y est opposé.
Par contre, des adolescents psychologiquement pas bien dans leur peau, un transsexuel dont l'opération n'avait pas réussi pour le guérir psychologiquement, euthanasié. Quand on va si loin, on est sorti de la nature humaine, de nouveau. Et si on pensait vraiment le complot, on saurait certainement qu'en fait, la nature va se venger, comme après la guerre 14, et qu'elle va repartir dans l'autre sens. Parce que quand on va trop à gauche, spontanéité, liberté, amour immédiat, etc., la nature se venge, elle a besoin d'ordre, de valeurs, de repères. Le père et des repères. Et on le voit déjà. Par exemple, ceux qui tuent en exaltant Dieu et qui tuent des hommes au nom de l'ordre voulu par Dieu et qui le trouvent dans un islamisme dévoyé, ceux-là, ils ont les valeurs inverses de mai 68 qui tuent Dieu au nom de l'exaltation de l'homme dans sa liberté de faire ce qu'il veut quand il veut. C'est exactement le même mécanisme. Un rejet passionnel de l'excès de la génération de mai 68. Eh bien ça n'a pas pu être prévu. Mais de toute façon, ceux qui croient en la théorie du complot diront, quand il y aura retour à l'ordre, à une certaine rigueur, etc., « Ah, c'était prévu aussi. C'était prévu aussi dans leur complot. » Eh bien, il faut le faire, tout de même. Moi, je dirais plutôt que d'analyser ça sous forme de complot, que c'est plutôt une conviction qui entraîne ce grand mouvement de la franc-maçonnerie, mais qui, je dirais, se répand parmi le peuple à force justement que l'arbre soit secoué à droite et à gauche et que les gens ne croient plus en rien. Ce grand mouvement, eh bien, c'est un mouvement d'influence profonde qui consiste simplement à dire, pas plus compliqué que ça, qu'est-ce qui prouve qu'il y a une vie après la mort, après tous ces malheurs? Et si on n'est pas sûr qu'il y a une vie après la mort, parce que c'est de l'opinion privée, alors la seule chose qui reste à faire avant que n'arrivent les moments qu'on n'aime pas, la vieillesse, c'est de profiter de la vie, de cueillir la fleur de la vie avant qu'elle ne se fane. Et du coup, tous ceux qui nous disent qu'il faut être vertueux, tous ceux qui nous disent qu'il y a un jugement dernier après la mort, ils nous embêtent. On les fait taire, on les persécute, on les dénigre, et en particulier cette Église catholique, qu'on réduit à tous les moments où elle s'est mal comportée elle-même, elle, la moralisatrice. Le phénomène que j'indique là, qui est simplement un effet, je dirais, du rejet des valeurs d'avant, n'implique pas de complot. Il s'explique tout seul par les lois sociologiques. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que cette analyse-là, qui est, me semble-t-il, réaliste, eh bien, elle est aussi celle que donne la Bible. Parce que la Bible, elle ne croit pas non plus à l'absolue puissance des théories du complot. Elle n'y croit pas. Il y a des complots, évidemment, il y a des groupes d'influence, mais elle croit surtout aux puissances de la pensée d'une idéologie particulière. Et ça, il suffit de lire le livre de la sagesse au chapitre 2. On a tout. Tout est expliqué. Et pourtant, ça se passe vers 250-300 avant Jésus-Christ, à l'époque des Grecs, quand les Grecs ont conquis la Palestine, la terre d'Israël. Et donc il me semble que pour comprendre mai 68, il y a un deuxième axe d'attaque intellectuelle, outre cette réaction à l'excès d'ordre, c'est de regarder le rapport à la transcendance, à l'idée de Dieu qui s'est passé dans la génération précédente et dans celle de mai 68. Je crois que là, on aura la deuxième clé d'explication, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo.